Alors, c'est parti. Bonjour à tous. Salut David. Salut Jérémy. Écoute, je suis content que tu aies accepté cet échange. Je vais peut-être juste rapidement expliquer comment je suis tombé sur toi. Et puis Ouais, ensuite, ok. on va démarrer l'interview. Alors, moi, quand même, je te suis depuis quelques temps sur YouTube, parce que tu fais partie, on peut le dire, hein, du paysage des YouTubeurs naturopathes. Ouais. Voilà, j'étais déjà tombé sur pas mal de contenus de toi que j'appréciais particulièrement. Et puis, voilà, je vois aussi dans mes données analytiques, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, qui regardent les tiennes aussi. Et puis, voilà, je voulais te poser quand même quelques questions par rapport à la santé, parce que je pense que tu as une approche intéressante qui mérite d'être partagée. Du coup, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Est-ce que pour les gens, même si tu es quand même assez connu, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Eh bien, donc je m'appelle David. Je suis naturopathe depuis un petit peu plus de 20 ans. Enfin, en fait, ça fait je ne sais pas combien d'années que je dis depuis 20 ans, mais en fait, ça fait plus, mais peu importe. Euh, j'ai été formé dans deux écoles différentes. Une école un peu qui n'existe plus en France, qui s'appelait le CHMN, Collège d'hygiène et de médecine naturelle. Une école un peu hygiéniste classique, végétarienne, mais dans laquelle j'ai appris énormément de choses. C'était super intéressant. Et puis ensuite, je suis allé me former chez Robert Masson, qui malheureusement n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais ça a été super important pour moi. Voilà. Et puis ensuite, j'ai fait d'autres choses euh, qui sont pas liées directement à la naturopathie, notamment l'énergétique. Mais voilà, la naturopathie, c'est vraiment le truc que j'affectionne. Et du coup, j'ai créé une chaîne il y a quelques années pour partager mon expérience en tant que naturopathe, et puis parce que j'en ai trouvé vraiment le besoin en 2018. Oui, c'est ça, en 2018. Et voilà, je m'éclate sur cette chaîne. Alors, j'ai pas trop le temps de faire de vidéos, donc du coup, depuis un peu plus d'un an, je fais quasiment que des lives. Et, euh, et voilà, c'est un petit peu dommage que j'arrive pas à trouver du temps, mais bon, j'ai ma vie personnelle qui me prend pas mal de temps, j'ai mon boulot qui me prend pas mal de temps, parce que ma chaîne YouTube, ce n'est pas du tout mon travail, je fais ça par passion, et voilà, c'est à peu près tout. Tu as également une activité qui concerne les compléments alimentaires. Est-ce que tu peux en toucher deux mots Ah oui, rapidement? je suis un super commercial pour moi-même. Oui, c'est vrai que bah, je vis de ça, en fait, c'est ce qui me permet aussi de faire la chaîne YouTube, c'est de pouvoir gérer un peu mon temps comme je veux, donc je gère une société de vente de compléments alimentaires qui s'appelle Digiform. Et voilà, avec un site internet. Donc là, pour le coup, ça fait pas mal d'années aussi. Ça fait une vingtaine d'années qu'on est là-dedans. Et pour la petite histoire, on a commencé par être vendeur de compléments alimentaires en 1999. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas top ce qu'on revendait. En fait, on nous avait fait croire des choses et ben, on s'est rendu compte qu'on s'était fait entuber. Donc, on a réfléchi un petit peu. On s'est dit, on fait quoi? On cherche un autre fabricant ou une autre solution. Et l'autre solution, ça a été de nous-mêmes devenir fabricants. Voilà, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on pourra vraiment toujours avoir confiance dans une autre marque? Donc, on a décidé de devenir fabricant début 2000. Alors, il a fallu quand même quelques années pour mettre en place tout ça, mais c'est ce qui fait notre différence par rapport à certains, c'est ça. Et puis, c'est moi qui choisis les matières premières, les fournisseurs, et voilà, et on fait tout ça par un labo, ce qu'on appelle un façonnier, un laboratoire pharmaceutique qui est spécialisé là-dedans. Ok, Voilà. d'accord. Donc toi, tu es naturopathe hein, depuis plus de 20 ans, donc tu as quand même une grosse expérience. Est-ce que, bon, c'est peut-être pas évident de le dire comme ça en 5 minutes, mais j'aimerais un petit peu connaître ta vision de la santé. Quels sont, selon toi, les grands principes qui permettent de vivre en santé? Alors, j'ai pris des petites notes quand même, hein, parce que
quand on me pose la question comme ça de but en blanc, il y a des choses qui me viennent et puis il y a des choses que j'oublie. Alors déjà, pour moi, la première chose, c'est la voie du milieu, c'est l'équilibre, ni trop ni trop peu. Parce que c'est vrai qu'on voit un petit peu tout et n'importe quoi sur YouTube. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens sont plus attirés par les extrêmes. Donc, pas moi ce que je conseille, c'est plutôt la voie de l'équilibre. Mais plus c'est fou, plus c'est extrême, plus les gens ils sont attirés par ça. Et ce n'est pas mon truc parce que je sais que sur le long terme, ça ne marche pas. Donc, on commence par ça, par pas faire n'importe quoi, être dans la voie de l'équilibre, être dans le bon sens. On sort des dogmes, si possible, hein, les dogmes, les théories fumeuses, les choses qui sont… Enfin, il y a beaucoup de théories qui sont très jolies, mais qui, dans la pratique, on se rend compte que ça ne marche pas. Et encore une fois, il faut avoir un petit peu de recul pour se rendre compte que ça ne marche pas. Souvent, les premières semaines, c'est génial. Les premiers mois, c'est génial. Et après, ça commence à être moins génial. Donc, le fait d'avoir un peu d'expérience, ça permet d'avoir du recul sur tout ça et de voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Alors après, j'ai défini 9 piliers. Okay. Bon, hein, il pourrait y en avoir plus, il pourrait y en avoir moins. Je sais que Robert Masson lui parlait de 5 piliers. Bon, moi j'en ai défini 9 parce qu'il y a pas mal de choses qui me paraissent importantes. Alors, une alimentation adaptée à son tempérament et à soi aujourd'hui. C'est évident qu'aujourd'hui, je ne mange pas la même chose que ce que je mangeais quand j'avais 3 ans, quand j'avais 10 ans ou quand j'avais 20 ans. J'ai eu une période où je fais beaucoup de sport, beaucoup de natation. Évidemment, je ne mangeais pas la même chose à ce moment-là. Donc ça, c'est un truc important, l'alimentation, évidemment. On a besoin de nourrir notre corps physique. Ensuite, une activité physique adaptée à soi, à ce qu'on aime, à notre âge, à notre tempérament. Ça peut être tout, hein. La marche, du vélo, de la natation, de la danse, des sports collectifs, de la randonnée, du jardinage, du yoga, etc. Mais il faut quand même faire bouger ce corps. On n'est pas fait pour être comme ça, rester assis 8 heures par jour, voire plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, une sexualité épanouie. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent dans le monde naturel. C'est vrai. La sexualité, enfin, évidemment, je parle des adultes, on est d'accord. La sexualité, ça reste quand même quelque chose d'important, hein, même si on n'en parle pas officiellement, on va dire, mais intérieurement, je pense que pour la plupart des adultes, c'est quelque chose d'important. Et je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont tracassées par ça. Donc, voilà, hein, il faut quand même en parler. Autre point absolument capital, le repos. Alors ça, c'est un truc… aujourd'hui, le repos, c'est pas censé être très important pour la plupart des gens. Ils n'ont pas conscience que c'est avec le repos avec le repos et le sommeil notamment, et un sommeil de qualité, qu'on va arriver à mémoriser tout ce qu'on a appris dans la journée, qu'on va arriver à refaire du muscle pour les sportifs. Et puis, notre machine, la machine physique qu'on utilise la journée, elle a besoin de se régénérer la nuit. Et si on ne dort pas suffisamment, trouver des moyens de se reposer, des siestes, des micro-siestes, des siestes normales. En tout cas, le repos, c'est absolument capital. On ne peut rien faire sans repos. Juste, petite chose, hein, les scientifiques qui sont amusés à étudier ça, et ils ont vu que simplement une nuit blanche, ça fracasse complètement le système immunitaire. Donc, c'est super important. Alors, autre point, il faut apprendre à gérer ses émotions. Les émotions, on en ressent tous, de la peur, de la colère, de la joie, n'importe quel type d'émotion. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de les gérer, qui sont submergés par leurs émotions, au boulot, le patron qui leur casse les pieds, et puis ils prennent tout ça sur eux intérieurement, ils n'arrivent pas à se dépatouiller avec ça. Les personnes arrivent chez elles, et puis c'est qui va prendre? Ça va être le conjoint, la compagne, les enfants. Là, gérer ses émotions, c'est important. Ce qu'on se rend compte en tant que thérapeute aussi, c'est que les personnes qui ne s'en occupent pas, elles vont somatiser et elles vont se créer tout un tas de maladies. Et moi, aujourd'hui,
je suis persuadé que la plupart des maladies, elles ont une origine psychique. Alors, je suis persuadé parce que c'est mon expérience et puis parce qu'il y a plein de gens qui travaillent et qui ont travaillé dessus. Hein, je vais donner quelques noms. Michel Odoul, peut-être un des plus connus, Christian Flech, Claudia Rainville, qui n'est pas très connu, Jacques Martel, qui est assez connu. Tous ces gens-là, ils ont écrit des livres sur la symbolique des maladies. Ils ont travaillé là-dessus, certains pendant toute leur vie. Alors, autre petit point, se réaliser, s'accomplir dans la vie, faire ce qu'on aime. Ça me paraît important, mais il y a beaucoup de gens qui fonctionnent en mode automate durant toute leur vie. Ils sont sur des rails, ils font ce que leur société leur a dit de faire, leurs parents ou je ne sais quoi, et puis en fait, ils ne font jamais ce qu'ils aiment vraiment. Ça, c'est super important. Et il manque encore 2 petits points. Avoir un monde relationnel et amical suffisamment riche, ça, c'est vital. Hein. On a besoin en tant qu'humain de pouvoir partager des choses avec les gens. Donc, on a les amis très proches, un petit cercle restreint, on n'a pas 50 amis. Et puis, on a le relationnel, les connaissances autour qui permettent d'enrichir nos échanges. Donc, c'est super important aussi. Et pour finir, eh ben, il y en avait un autre qui est sur notre page. Donc, il y a un autre petit point. Alors, pour finir, pour moi, on n'est pas qu'un corps physique. Le corps physique, c'est la partie visible, mais notre être est beaucoup plus riche que ça. Je prends comme exemple, par exemple, un smartphone. Un smartphone, ce petit objet que tout le monde a, vous lui enlevez les ondes, donc la 4G, tout ce que vous voulez, c'est un objet qui ne sert plus à rien. Pourtant, on ne les voit pas, les ondes. Mais il n'empêche que c'est ce qui va animer notre smartphone. Pour l'être humain, voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a la partie physique qu'on voit, et puis il y a tout le reste que certaines personnes voient ou ressentent, mais que d'autres ne voient pas. Et donc, ça, c'est important. Et j'en parle parce qu'en tant que naturopathe, on est forcément confronté assez rapidement à des cas, à des personnes avec lesquelles on a fait tout ce qu'on nous a appris de faire, et puis ça bloque, ça ne marche pas, on essaie tout, il n'y a rien qui marche. Eh bien, il faut peut-être essayer autre chose. Voilà. Donc, bon, ça, c'est un autre domaine, mais en tout cas, moi, j'en tiens compte. Et pour finir, le dernier point, eh ben, c'est l'humain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, nous sommes, alors la quasi-totalité des humains est devenue sédentaire. Ça veut dire qu'on dort tous les jours au même endroit, on travaille a priori au même endroit, sauf ceux qui travaillent dehors, et donc on se retrouve à la même position pendant des heures tous les jours. Et donc ça, c'est la compétence de ce qu'on appelle la géobiologie, qui va étudier l'influence du lieu sur le vivant. Et donc, on se rend compte, alors moi, j'ai été un petit peu formé, je vais démarrer une formation en géobiologie parce que ça me passionne, mais on se rend compte très simplement que suivant les lieux, enfin, si on parle que du sommeil, suivant l'endroit où on dort, on peut dormir mieux ou moins bien. Et simplement dans sa maison, on a l'habitude de dormir à un endroit, tester un autre endroit si on a la possibilité pour voir si la qualité de sommeil est différente. Voilà, bon, si je ne me suis pas planté, ça fait 9 points. C'est pour montrer que les piliers de la santé, ce n'est pas uniquement bien manger, bien dormir, avoir une activité physique. Quand on est thérapeute, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Voilà. Et donc, moi, j'ai listé un petit peu tous ces points. Bon, j'espère que ce n'était pas trop long, Jérémy. Ah non, c'était parfait. Du coup, au niveau de la géobiologie, c'est en rapport avec la nouvelle chaîne que tu vas lancer en ce moment ou c'est un autre sujet? Voilà. La nouvelle chaîne, je l'ai déjà lancée parce que j'étais tellement impatient que je ne pourrais pas attendre de faire déjà plein de petites vidéos. Donc, j'ai déjà lancé. Je vais en parler clairement de la géobiologie. Ça fait partie de ça. Le petit point dont j'ai parlé avant, le fait que nous ne sommes pas que notre corps physique, cet autre aspect du vivant, je vais en parler sur cette nouvelle chaîne qui s'appelle Secret d'énergie. Voilà, ça c'est encore un truc que je fais par envie, par passion, parce que ça me plaît et voilà, j'ai envie de partager. Là, pour le coup, j'ai 25 ans d'expérience là-dedans.
Donc, j'ai envie de partager tout ça avec les gens et avec ma vision et surtout mon tempérament. Moi, j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait une licence de physique, Ok. donc je suis quelqu'un de très cartésien à la base. Et il faut savoir que le domaine de l'énergétique, on peut l'étudier de façon scientifique et empirique. D'ailleurs, il y en a qui ont fait ça et qui font ça encore. C'est-à-dire qu'on peut avoir des protocoles qui soient reproductibles et, et, euh, et faire ressentir ou mesurer les choses à différentes personnes et trouver le même résultat. Voilà. Donc, c'est tout un univers. Pour certaines personnes, c'est complètement loufoque et complètement débile et peu importe. En tout cas, moi, il y a certains phénomènes, je les vis. Pour moi, c'est tellement fort Mhm. que c'est aussi fort qu'une brûlure ou qu'une sensation physique. Et il y a des gens qui sont encore plus sensibles que moi, bien plus sensibles que moi. Donc voilà, Ok. parenthèse fermée. Du coup, par rapport à ces 9 piliers, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de parler, d'en parler en long et en large et en travers. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai essentiellement des questions sur l'alimentation pour toi. Parce que c'est, on va dire, moi, quand j'ai découvert ta chaîne, c'est surtout ça qui m'a marqué. Parce que j'ai découvert ta chaîne quand même quand j'étais dans une période, on va dire, assez idéologique. Et du coup, ça m'a fait du bien pour prendre du recul par rapport à tout ça. Mais on va y revenir. Moi, j'avais une première question pour toi par rapport à l'alimentation. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, hein, qui se cassent la tête quand ils se demandent quoi manger. Et moi, je sais que tu as sur ton site, hein, tu as quand même une grosse partie. Je crois que tu as fait un site exprès pour tes recettes de cuisine. C'est bien ça? Oui, Oui. j'ai un blog de recettes de cuisine et il y a pas longtemps, il y a 2-3 mois, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Bien manger avec David. Donc, Ok. on va faire plus simple comme titre. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des questions. Des fois, c'est des questions bêtes. Et parmi les gens qui me suivent, il y en a qui savent tout ce que je sais, on va dire, à force de m'entendre répéter la même chose. Eh ben, ils savent conseiller les gens. Donc, du coup, sur ce groupe Facebook, quand on pose une question, 9 fois sur 10, il y a plein d'autres personnes qui vont répondre et qui vont répondre exactement la même chose que ce que j'aurais dit. Donc, moi, l'avantage, c'est que ça me fait gagner du temps. J'ai du temps pour répondre aux questions spécifiques un peu particulières. Mais voilà, ce groupe, c'est un groupe d'échange sur l'alimentation. D'accord. Ok. Euh, j'ai pas oublié ta... Oui, oui, donc, ouais, donc j'ai créé un blog de recettes de cuisine pour montrer un petit peu ce qu'on peut manger en fonction de mes conseils. Parce que moi, par exemple, je vais conseiller de manger tout type de protéines animales. Et il y en a certaines qui sont peu consommées aujourd'hui, comme les abats. Donc, je vais faire forcément des recettes, des fois un peu particulières. Et des recettes, c'est mes recettes. C'est les trucs pas que j'ai pompé, ou ce sont mes recettes, c'est ce que je mange au quotidien. Voilà, ça permet de donner des idées aux gens et puis d'aller vers des endroits culinaires vers lesquels ils n'iraient peut-être pas. Ok. Très bien. Je mettrai le lien en dessous, hein, tout le monde pourra aller voir le Ouais. blog. Alors, du coup, on va rentrer un peu dans le gros du sujet. Moi, juste pour remettre les choses dans leur contexte, hein, moi, quand je suis rentré dans le milieu de la naturopathie, je l'ai découvert à travers, on va dire, la vision hygiéniste traditionnelle, hein, les Shelton, Mosseri, etc. Vraiment le côté hygiéniste pur et dur. Et voilà, j'ai fait des expériences, j'ai fait des recherches aussi par la suite qui m'ont amené à reconsidérer mes convictions de l'époque et qui m'a notamment amené à reconsidérer mes convictions sur des alimentations dont on fait vraiment la promotion, hein, dans le milieu de la santé naturelle, qui sont le végétalisme, l'alimentation vivante, le frugivorisme. Et moi, j'ai pu remarquer sur moi-même déjà que ça ne fonctionne pas et je pense que toi, avec tes 20 ans d'expérience, tu vas pouvoir nous en dire beaucoup. J'ai aussi remarqué au bout de à peine 7 mois de pratique de naturopathe que il y a beaucoup de gens qui viennent, qui t'écrivent et qui te disent que ça ne fonctionne pas pour eux. Donc moi, par rapport à ce grand sujet, hein, qui est l'alimentation, je vais appeler ça végétale, entre guillemets, est-ce que premièrement, tu pourrais déjà nous donner ton expérience personnelle avec ce type d'alimentation?
Ouais, alors j'ai été végétarien, j'ai commencé par être végétarien, c'était au début de mes 20 ans, donc c'était avant que je fasse l'école de naturopathie. L'école de naturopathie, je l'ai démarrée en 96, 96, donc j'avais 22 ans. Donc c'était avant ça, j'étais déjà devenu végétarien parce qu'il y avait un ami à mon père, qui est devenu ami par la suite, heu, qui voilà, qui m'avait expliqué que c'était censé être la meilleure alimentation, qu'il ne fallait pas manger de, de viande, etc. Bon, donc j'ai été végétarien pendant quelques années. Ensuite, j'ai fait un voyage avec des amis en Amérique du Sud. Et là, j'ai été frugivore pendant 2 bons mois. Pourtant, j'étais dans un pays vraiment idéal, hein, Amérique du Sud. En plus, c'est chaud. On avait des fruits qu'on allait ramasser dans la nature. Enfin bon, c'était l'idéal. Et quand je suis rentré en France, au bout de presque 4 mois de voyage, alors déjà, j'avais perdu 11 kilos par rapport à maintenant. J'avais la peau sur les os. Tu peux nous dire juste combien tu mesures et combien tu pesais à Un ce mètre, moment-là? donc je mesure 1,75 m et je pesais dans les 60 kilos. Ok. Donc quand je suis revenu, en fait, je faisais 49 kilos. Oh, putain. Mais là-bas, je ne m'en étais pas rendu compte parce que, mais c'est ça, tu vois, le truc pervers, en fait, c'est que quand tu as une alimentation aussi restrictive, aussi déséquilibrée, eh ben, ton corps il va puiser dans ses réserves. Et souvent, en fait, ça crée une espèce de stress qui va entraîner une production d'endorphines, un petit peu comme quand tu fais du sport, et tu vas ressentir une espèce d'euphorie, tu vas te sentir super génial. Alors, ton entourage, il va te voir devenir de plus en plus squelettique, un zombie, mais toi, tu as de l'énergie, tu te sens bien, et puis tu vois, et puis tu peux même motiver les autres à faire pareil. Euh, et donc voilà, donc ce type d'alimentation, c'est un vrai piège. C'est qu'au début, c'est super génial. Et puis quand tu te rends compte que tu as perdu tous tes muscles, que tu n'as plus aucune force, qu'au niveau psychique, c'est pas top non plus, là, c'est un petit peu trop tard. Il m'a fallu quand même pas mal d'années pour récupérer. Donc quand je suis revenu en France, j'avais, je crois, des douleurs de dos. Je me souviens plus exactement, mais je sais que je suis allé voir un médecin pour ça. Il m'a fait une radio de toute la colonne vertébrale. Et il m'a dit, cher jeune homme donc de 22 ans, vous avez une arthrose, un début d'arthrose, et vous avez une déminéralisation de votre colonne vertébrale. Alors bon, voilà, ça m'a un peu fait réfléchir quand même. À 22 ans, de l'arthrose et colonne vertébrale déminéralisée après seulement 2 mois de frugivorisme. Voilà, c'est pour montrer que ça peut aller très vite. Ce n'est pas du tout mon tempérament de manger que des fruits. Il y a des tempéraments qui peuvent s'emporter pas trop mal, en tout cas pendant un certain temps. Moi, c'est l'opposé de ce que je dois faire. Mais bon, j'ai fait mon expérience. Et ensuite, il m'a fallu à peu près 3 ans pour me remettre, au moins 3 ans pour me remettre sur pattes. Je me suis remis à refaire du sport, donc j'ai commencé par la natation. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai fait de la natation. Et quand j'ai commencé la natation, quand je me mettais dans l'eau, je faisais 1, 2, 3, et j'étais épuisé et je devais aller sur le bord pour expliquer à quel point j'avais plus d'énergie, plus de muscles, plus rien. C'était la cata. J'ai fait de la natation 3 fois par semaine pendant plusieurs années, donc forcément, je me suis repris du muscle et tout, mais ça a été quand même assez long. Voilà. Waouh, quelle, quelle expérience. Bonne expérience, Ouais, hein, ouais. je me suis bien déglingué, mais Ouais. bon, j'étais jeune, donc j'ai pu récupérer quand même, je pense, quasiment tout. Ok. Ce qui n'est pas le cas pour des personnes qui s'y prennent trop tard ou les personnes qui vont trop loin. Il y a des personnes, elles ne pourront jamais réparer ce qu'elles auront fait. Par exemple, le frugivorisme, il a tendance à entraîner, moi j'ai eu un peu ça, j'ai eu 2 dents cariées quand je suis revenu d'Amérique du Sud, il entraîne des microcaries. Donc une fois que vos dents elles sont cariées, que vous êtes déminéralisé, les cheveux, donc perte de cheveux possible, moi j'ai pas eu ça,
déminéralisation des dents avec plein de petites caries, ben là, c'est irréversible. Hein. Déminéralisation au niveau du squelette, chez certaines personnes, ce sera jamais possible de retrouver la même masse osseuse que ce qu'elles avaient avant. Donc, il y a des fois, c'est irréversible. Il faut en avoir conscience. D'accord. Bah, du coup, tu as déjà un petit peu dit ce que tu pensais de ce type d'alimentation. Est-ce que tu peux donner quelques éléments concrets? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en fait dans ce genre d'alimentation? Alors, bon, on parle souvent d'alimentation vivante. Donc ça, c'est un truc qui me fait hérisser le poil parce que je trouve ça tellement à l'opposé de la réalité. On t'envoie du rêve. On te dit alimentation vivante, ça, on te fait rêver. Ah, c'est super, je vais être plein d'énergie et tout. Et puis toi, en tant que thérapeute, tu vois les patients, certains, c'est des squelettes sur pattes. Et tu dis, ah, c'est ça l'alimentation vivante. OK. Donc pour moi, il y a un énorme décalage entre l'image qu'on nous donne et la réalité. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une théorie. Robert Masson, il disait bah, il y a des théories qui sont très belles. Alors bon, il ne disait pas ça exactement, mais l'idée, c'est ça. Hein. Il y a des théories qui sont très belles, mais ce n'est pas parce que la théorie est belle qu'il faut aller vers ça ou que le résultat il sera à la hauteur de la théorie. Des fois, tu as une super belle théorie, c'est le VG, l'alimentation vivante, tout ça. On ne mange pas d'animaux, c'est super, on vit sur un monde avec plein de bisounours et tout. Et puis, tu as la réalité qui est que sur la plupart des gens, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. L'être humain, hein, il a quand même une petite antériorité de à peu près 7 millions d'années d'évolution. Nos corps physiques, pendant 7 millions d'années, ils ont mangé à des périodes jusqu'à 80% de protéines animales. Imaginez si la France, puisqu'il y a 10 000 ans, c'était la fin d'une ère glaciaire, en France, imaginez que c'est le climat du Canada en hiver, tout le temps. Qu'est-ce que vous mangez dans ce cas-là? Dites-moi ce que vous allez manger. Ben, il y a des animaux qui se dépatouillent, donc vous allez chasser les animaux. Vous n'avez pas le choix. Donc l'humain, pendant toute son évolution, il y a eu des périodes en fonction de l'endroit où il vivait. Plus il vivait proche de l'équateur, plus il avait à disposition des végétaux. Et plus il montait vers le pôle, moins il en avait. Donc du coup, moi, peut-être que génétiquement, eh ben, je viens d'une lignée de je ne sais pas combien de temps qui avait besoin de protéines animales, beaucoup de protéines animales. Et voilà. Et du coup, il faut quand même tenir compte de ça. Donc les VG, ils oublient ça. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, ce sont des gens qui quand même ont vécu de 0 à je ne sais pas quel âge en ayant une alimentation omnivore, et heureusement, parce que sinon, ils ne seraient pas là pour avoir une alimentation végé. Mais ils ont vécu comme ça, leur corps, il a grandi comme ça, et puis du jour au lendemain, ils disent « Allez hop, moi, je pense que l'alimentation vivante, crue et tout ce que vous voulez, c'est l'idéal. C'est ma théorie et je vais vous convaincre que c'est l'idéal. » Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Alors, cette alimentation, il y a plein de trucs pour moi qui ne vont pas. Bon, déjà, moi, quand je regarde ce que mangent ces gens-là, c'est du sucre, du sucre, du sucre, du sucre, du sucre, du sucre. Voilà, ils se gavent de sucre. Alors, ça va être les fruits, ça va être les fruits séchés, les dattes, les pruneaux, les figues sèches et tout ce que vous voulez. Donc là-dedans, il y a 50 à 70% de sucre. Ça va être ça va être du miel, ça va être des oléagineux, les noix de cajou, évidemment, l'écologie pour la plupart, alors pas tous, hein, parce que quand je dis tous, je me trompe, et puis il y en a qui vont me dire « c'est pas vrai, moi je fais attention ». La plupart, ils s'en foutent de l'écologie, et puis des autres humains, ils vont prendre des noix de cajou à volonté qui viennent de je ne sais pas où, qui ont entraîné l'esclavage de plein de personnes, ils s'en foutent. On prend des avocats qui viennent d'Amérique du Sud. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus pour expliquer un peu comment ça se passe, parce que là-bas, c'est la mafia par rapport à ça. On prend des ananas, des mangues, des trucs qui viennent d'une noix de coco, tout ce que vous voulez. Ça vient de je ne sais pas où, mais ça apparemment, ça ne les gêne pas du tout. Donc, du sucre, donc on a dit quoi? Les oléagineux. Qu'est-ce qu'on a encore? Des graines germées, hein, qui, du coup, les sucres complexes vont se transformer en sucre simple. Voilà, et puis les végétariens, ils vont manger énormément de céréales
de légumineuses. Et moi, j'étais en vacances là, début septembre, chez des amis qui sont végétaliennes la plupart du temps. Donc, j'ai mangé ce qui était préparé, c'est normal. Hein. Moi, je mange, quel que soit le mode alimentaire, je mange ce qu'on me fait, ça me paraît tout à fait normal. Je, je, je fais honneur au repas qui a été cuisiné et c'était très bon. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que les personnes chez qui j'étais, elles avaient des problèmes digestifs à n'en plus finir. C'était la cata absolue. Elles se plaignaient d'avoir mal au ventre. Mais je me dis, c'est normal, hein, c'est normal. Hein. Elles sont carencées en protéines et puis elles se gavent de glucides. Mais elles mangent que ça, en fait. Donc ça, c'est un vrai problème. Voilà. Et certaines personnes, d'ailleurs, vont aussi grignoter, vont manger tout le temps. Alors, le grignotage, c'est un des pires trucs que vous puissiez faire à votre corps. Grignoter, c'est la pire chose. Hein, vous mettez des aliments constamment dans votre estomac. Votre estomac, quand vous prenez un repas, il faut le laisser tranquille. Hein, c'est comme si vous faites cuire du riz. Hein, vous mettez de l'eau, faites bouillir l'eau, vous mettez votre riz. Je pense que ça viendrait à personne l'idée de toutes les 2 minutes de rajouter du riz cru dans sa casserole, parce qu'à la fin, on a une grosse bouillasse, on n'a ni du bien cuit, ni du... on a une bouillasse immangeable. Ben là, dans votre estomac, il y a une cuisson chimique qui doit se faire. Et si vous rajoutez des aliments qui sont au stade 0 de digestion, alors que là, à l'intérieur, c'est au stade, ça fait déjà 2 heures, 3 heures, 4 heures, et comment il fait votre corps? Ben, il ne fait pas, parce qu'il ne peut pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas prévu. C'est un seul récipient dans lequel vous mettez les aliments. Vous ne pouvez pas vous amuser à balancer n'importe quoi. Et moi, j'ai fait une expérience, je crois que c'était il y a 2 ans. Je sais qu'il ne faut pas grignoter, je ne grignote jamais. De toute façon, ce n'est pas dans mon truc, j'aime pas ça. Mais un été, j'ai mangé des fruits du matin au soir. Je me suis dit, oh, tant pis, d'habitude, je mange mes fruits, j'attends vraiment qu'ils aient digéré, de les avoir digérés. Et puis, si j'ai faim, j'en remange. Si je veux manger que des fruits, je fais ça. Et là, j'ai grignoté du matin au soir. Et ben, j'ai vu ce que c'était. Même en mangeant que des fruits, qui pourtant sont des aliments assez simples, qui se digèrent facilement, j'ai fait mon expérience, je ne le ferai pas 2 fois. Et je vous invite à faire l'expérience avec que des fruits, vous verrez ce que ça donne. Ah oui, un petit truc aussi sur l'alimentation végétale, crudité, machin. Alors, eux, ils ne savent pas cuisiner comme moi je cuisine. Moi, pour cuisiner, il me faut un grand couteau, un petit couteau, une planche. Eux, ils ne savent pas faire. Hein. Eux, il leur faut un blender, un extracteur de jus, un déshydrateur, un mixeur comme ça. Ils ne savent pas cuisiner, en fait. Ils ont besoin de tout un tas d'appareils pour cuisiner. Mais c'est ça l'avenir de la cuisine. Alors, pour moi, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et puis en plus, les blenders, maintenant, on a des blenders qui font le vide. Alors, à chaque fois, vous achetez un blender qui coûte un bras à 600 €. Puis on vous dit, ah non, non, le truc à 600 €, il y a mieux maintenant, il fait le vide. Et après, il va vous faire je ne sais pas quoi. Enfin, bon. Pour moi, ça, ce n'est pas de la cuisine. Ça, ce n'est pas de la cuisine. Si on a besoin d'appareils compliqués pour cuisiner, pour moi, il y a un problème. Voilà, bon. Alors, j'ai noté plein de choses. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a des gens qui nous expliquent qu'on a le même système digestif que les singes. Qu'est-ce que tu en penses? Ceux qui disent ça, petit dédicace à Irène Grosjean, ceux qui nous disent ça, c'est leur théorie. Sauf que s'ils se confrontent avec les paléontologues du monde entier, ils vont se prendre une grande claque. Parce qu'on va leur dire, non mais votre théorie, vous la sortez d'où là? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre un grand singe et un humain, il y a quand même une énorme différence. Un grand singe, il a une grande cage thoracique. Ça veut dire qu'il a une capacité respiratoire beaucoup plus importante que nous. Et notamment, avec cette capacité respiratoire, on a la possibilité d'éliminer plus ou moins de gaz carbonique. Donc, le gaz carbonique qui est présent dans le sang va acidifier le sang. En éliminant ce gaz carbonique, on va désacidifier le sang. Donc, les singes ont une capacité beaucoup plus importante à faire ça. Et puis, au niveau du tube digestif, quand on regarde, on voit qu'il y a une énorme différence. C'est que nous, on a un long intestin grêle. L'intestin grêle, c'est la partie
donc il fait à peu près 7 mètres. C'est la partie du tube digestif qui va finir la digestion et qui va assimiler les aliments. Ensuite, nous, on a un gros intestin qui est court, à peu près 1 mètre, 1 mètre 20. Et ce gros intestin, c'est la pouponnière à bactéries. C'est là qu'il y a la majeure partie de notre microbiote. Il y a à peu près 2 kg de bactéries. Et ces bactéries, elles vont fermenter les choses qu'on n'a pas pu assimiler, qu'on n'a pas pu digérer, notamment les fibres. Eh bien, quand on regarde comment est fait le tube digestif d'un grand singe, eh ben, il y a une inversion. C'est-à-dire qu'il a un intestin grêle beaucoup plus court et par contre, il a un gros intestin. Ce qui va lui permettre de pouvoir faire fermenter les fibres qu'il va manger, donc toutes les plantes ligneuses, tout ce qu'il mange. Cette fermentation va entraîner la production de certaines substances, dont certains acides gras, qu'il va pouvoir utiliser comme énergie. Il y a une grande partie de ces fibres qui vont fermenter, qui vont être transformées en acides gras et donc qui vont être assimilées, qu'il va pouvoir utiliser comme énergie. Nous, cette capacité, elle est infime, elle est de l'ordre de quelques pourcents. Donc déjà, rien que ça, il y a une énorme différence entre nous et eux. Et puis bon, moi, je n'ai pas vu un grand singe le cul sur son siège devant la télé avec son blender et son mixeur machin. Bon, la comparaison, elle n'a rien à voir. Une des choses dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui nous pompe le plus d'énergie, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Hein. Nous, on est capable de se rendre malade juste avec ça. Hein, il y a plein d'expériences qui ont été faites avec l'effet nocebo. Par exemple, une expérience toute simple, vous faites une plâtrée de champignons à des gens et vous leur dites « Oh, putain, je me suis trompé, il y avait une amanite phalloïde ». Eh ben, on va avoir un certain nombre de personnes qui vont développer les mêmes symptômes que si elles avaient été empoisonnées avec un champignon toxique, alors que finalement, c'était des champignons parfaitement comestibles. Donc, comme quoi, les scientifiques, ils s'amusent avec des expériences super rigolotes. Mais voilà, donc non. Après, ouvrez des livres, informez-vous, allez voir, mais les grands singes et nous, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà. Bref. Ok, d'accord. Alors, tout à l'heure, tu disais qu'il y a certains tempéraments qui peuvent, pendant une certaine période, on va dire, tenir hein, sur ces régimes-là qu'on vient de citer. Alors, bon, les tempéraments, on ne va pas faire un cours dessus, mais voilà, c'est des archétypes, des caractéristiques physiques qui sont propres à chacun. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu penses que ces types d'alimentation n'est adapté vraiment pour personne et qu'au final, c'est qu'une question de temps que la dégénérescence arrive, ou tu penses que vraiment il y a des gens qui peuvent se porter bien pendant une très grande, voire l'intégralité de leur vie sur ce type d'alimentation? Bon, alors si on raisonne en termes de statistiques, on va… Donc le jamais, il ne faut jamais dire jamais, parce qu'on va toujours avoir des exceptions. Mais le seul problème, c'est que ces exceptions sont vraiment des exceptions. Et en termes d'une population, si on prend que la France, hein, avec un peu moins de 70 millions d'habitants, ça va se compter peut-être sur les doigts des 2 mains ou sur quelques dizaines de personnes, les personnes qui sont des vraies exceptions, qui pourraient vraiment se nourrir ou que de façon végétale ou qu'avec des fruits. Je pense que peut-être que ça existe, mais ce sont des exceptions. Donc les exceptions, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on les met de côté parce que ce sont des exceptions. On ne peut pas prendre modèle sur des gens qui sont des exceptions. Hein, tout le monde n'est pas Wim Hof, par exemple. Hein, il y a plein de gens qui font des stages. Moi, j'ai des amis qui ont fait des stages avec la méthode Wim Hof. Donc, c'est celui qui se met dans la glace et qui arrive à contrôler son système immunitaire, son système nerveux autonome, etc. Il y a des gens même qui ont acheté un congélateur pour se plonger dedans. Donc, ils remplissent d'eau, ils mettent l'eau à 1 ou 2 degrés, ils se plongent dedans. Leur congélateur, ils l'ont acheté. Ils ont testé quelques fois, et puis après, ils ne le font pas parce que c'est trop extrême, ce n'est pas pour eux. Moi, je prends une douche froide tous les matins et tous les soirs, depuis bientôt 4 ans. Ouais. Ça, on peut le faire, tout le monde peut le faire, ce n'est pas horrible, au début, c'est un petit peu difficile, mais on peut le faire. Hein. On ne vit pas au pôle Nord, bon, c'est possible, mais se mettre dans un congélateur, non. Donc tout ça pour dire qu'il y a des exceptions, voilà, on les met de côté.
Moi, je pense qu'il y a certains tempéraments. Alors, quand je dis je pense, bon, c'est basé aussi sur mon expérience et sur l'expérience d'autres naturopathes, hein. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. Bon, il y a certains tempéraments, ce qu'on appelle les tempéraments sanguins dans la classification des tempéraments hippocratiques, où il y en a 4: tempérament bilieux, tempérament nerveux, tempérament lymphatique et tempérament sanguin. Tempérament sanguin, il y en a de moins en moins, hein. Les tempéraments sanguins, il y en avait beaucoup plus, par exemple, dans les années 1950. Et puis, petit à petit, l'humain, il devient plus grand, plus fin, une cage thoracique plus étroite. Donc, on se dirige vers plus ce tempérament nerveux, le tempérament bilieux ou un mélange des deux. Moi, je suis un mélange des deux, par exemple, nerveux plus bilieux. Donc, le tempérament sanguin, il a une grande cage thoracique, il a une bonne masse musculaire, il mange 3 feuilles de salade, il se prend des biceps comme ça. C'est quelqu'un de jovial avec le teint rouge. C'est quelqu'un qui aime bien la viande, les patates, tous les féculents. Et c'est quelqu'un qui aime la bonne chair et qui aura tendance à se diriger vers une alimentation beaucoup trop riche, trop de protéines animales, trop de féculents, trop d'alcool. Moi, j'en connais plein dans mon entourage. Et c'est quelqu'un, quand vous lui parlez de légumes et de salade, il vous dit: non mais qu'est-ce que tu racontes là? De quoi tu me parles? Moi, je veux manger des vrais aliments. Donc le problème, c'est que ces tempéraments-là, qui génétiquement seraient plus faits pour avoir une alimentation beaucoup plus végétale, eh ben, eux, ils n'ont pas envie. Ils ont envie de tout sauf de ça. Alors il y en a quelques-uns qui Est-ce le que par font. exemple, est-ce que tu peux nous donner une personnalité publique qui vraiment est le cliché du sanguin? Eh ben, je pense que c'est souvent, il y a pas mal on peut en trouver dans les rugbyman, dans les judokas. Est-ce que Depardieu, c'est un sanguin pour toi, Gérard Depardieu? Oui. Ok, ok. Ah ouais. Alors c'est simple, un tempérament nerveux, il ne pourra pas prendre de poids. Un tempérament nerveux, il va avoir des difficultés à maintenir son poids stable et la prise de poids, c'est quasiment impossible. Le tempérament bilieux, en termes de masse musculaire, c'est un tempérament équilibré. C'est souvent les personnes qui sont bien foutues. Les tempéraments sanguins, c'est les personnes qui vont être en excès de poids et enfin qui auront une tendance à être en excès de poids et qui vont l'être si elles ne font pas attention parce qu'elles vont prendre du poids très facilement. Les tempéraments lymphatiques, ce sera pareil, sauf que le tempérament lymphatique, il va avoir en plus de la rétention d'eau, il aura le teint pâle, il sera plutôt mollasson au niveau psychique, plutôt tendance à la déprime, alors que le tempérament sanguin, lui, au niveau psychique, c'est la fête, il est très jovial, il attire les gens à lui. Et donc, on a deux tempéraments lymphatiques et sanguins qui ont ce qu'on appelle les tempéraments dilatés, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à prendre du poids facilement. Un tempérament bilieux qui arrive à peu près s'équilibrer assez facilement, mais généralement, le tempérament bilieux, il a souvent une activité physique qui lui permet aussi de bien s'équilibrer. Et puis, le tempérament nerveux, lui, l'excès de poids, c'est un rêve. C'est un rêve, mais il n'y arrive pas parce que généralement, il a quelques jours de stress et puis il va perdre 1 kilo. Donc, voilà. Donc, ouais, la plupart des rugbyman, les judokas, c'est souvent des tempéraments sanguins. Et puis après, on le voit aussi chez certains sportifs quand ils arrêtent et quand ils gonflent comme des madeleines. Bon, voilà. Ok, Mais donc bon, au ça se voit final, au teint, hein. il y a Ça se très voit au peu de... teint, hein. Ok. Donc, tu penses qu'il y a très peu de gens, finalement, extrêmement peu de gens qui peuvent prospérer, quoi. Bah, idéalement, il y aurait un certain pourcentage. Enfin, tu vois, les tempéraments sanguins, ils pourraient idéalement, Ouais, mais ils veulent pas, ils ils ne veulent veulent pas. pas. Donc, et puis par contre, les tempéraments nerveux, aujourd'hui, il y a beaucoup de tempéraments nerveux. Ouais, Enfin, aujourd'hui, comme j'ai expliqué, la corpulence des humains a augmenté, notre taille, elle a vachement augmenté, et puis notre cage thoracique, elle s'est réduite. Ça, c'est vraiment les trucs qu'on remarque, hein. Il suffit de regarder des photos des hommes, parce que dans les années 50, on trouve des photos noir et blanc des hommes pendant leur service militaire, on les voit torse nu, on voit leur cage thoracique. Ça n'a rien à voir avec quand tu regardes sur une plage. Bon, déjà, sur une plage, tu as beaucoup de gens en surpoids, même des jeunes. ouais.
avec la petite bouée. Enfin, remarque, c'est adapté pour la plage. Hein, ils sont tranquilles s'ils vont se baigner, mais il n'empêche que je vois des jeunes de 20 à 30 ans qui ont une bouée. Mais moi, quand j'étais gamin, ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas. Et aujourd'hui, même des jeunes, ils ont ça. Mais bon. Ouais. Du coup, j'ai perdu le fil. Ouais, du coup, il y a une certaine catégorie de la population qui pourrait théoriquement le faire, mais qui ne le fait pas. Donc, au final, il y a très peu de gens. Ouais, Très peu de gens. donc oui, il y a très peu de gens et c'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est une réalité, il faut faire avec. Et quand on est naturopathe et qu'on conseille les gens, il faut tenir compte de ça. C'est quand tu as un tempérament sanguin et que tu lui dis, bon, maintenant, toute ta charcutaille, ta bidoche et tout, hein, tu la mets de côté et tu vas manger que des légumes, mais ça ne marchera pas, mais c'est impossible que ça fonctionne. Ouais. On est obligé de tenir compte du tempérament de la personne. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est qu'à côté de ça, on a des tempéraments nerveux qui, eux, sont capables de suivre la pire connerie alimentaire qui existe. Tu vois, tu vas lui dire le truc le plus débile. Attends, et dans une vidéo, j'avais dit, vous verrez qu'un jour, si on dit que la bouse de vache, c'est bon pour la santé, qu'il y a des gens qui vont en manger. Et puis, j'ai vu un documentaire sur l'Inde. Alors, là, en Inde, il y a Oh, putain. un dirigeant qui est nationaliste, extrême droite et tout. Donc, les vaches qui sont sacrées, les vaches, elles ont le droit de manger à volonté. Puis, tu as la population qui crève de faim. Toujours est-il qu'ils ont fait des compléments alimentaires à base de bouse de vache parce que c'est sacré, parce que c'est génial. Donc, tu as des compléments alimentaires à base de bouse de vache et tu as de l'urine de vache que tu peux boire aussi si tu as une petite soif. Et ça, c'est véridique. Donc, tout ça pour dire que, bon, enfin voilà, quoi. Donc, certaines personnes, tu peux leur faire avaler des couleuvres et tu peux leur dire n'importe quoi, elles vont le suivre. Voilà. Elles vont se prendre le mur comme ça, boum, boum. Et puis, elles vont y aller, elles vont continuer à se prendre le mur encore et encore. Elles vont maigrir parce que moi, tu vois, j'ai des fois des personnes qui m'envoient des messages. J'avais une jeune femme qui m'avait envoyé un message. Elle avait, je ne sais plus quel âge, 35, 39 ans, je ne me souviens plus. Et elle pesait 30 kilos. Avec une taille, je ne sais plus, 1,65 m. Mais je lui dis, est-ce que tu as conscience que tu as le poids d'une petite fille de 8 ans? Et puis, en fait, cette personne, elle était végétalienne, elle était végane. Et alors, à un moment donné, elle m'a dit, ouais, bon, je vais essayer de rajouter des protéines animales. Et puis après, elle m'a dit, ah non, finalement, je ne veux pas. Donc, elle me contactait parce qu'elle avait de l'ostéoporose. Elle avait une déminéralisation qui était assez colossale. Et elle était suivie par un médecin. Et le médecin, apparemment, d'après ce qu'elle me disait, elle m'a dit, moi, mon médecin, non, il trouve que tout est normal. Je dis, putain, si ton médecin, il trouve que c'est normal d'avoir, tu dois ressembler à un squelette. Hein. Ouais. Ah bon. Donc, il y a des gens, et ben voilà, ils se font embobiner par des jolies théories. Et après, ils y croient, ils n'arrivent pas à en sortir. C'est ça le pire. C'est qu'après, tu peux leur dire ce que tu veux à certains. Mais tant qu'ils ne sont pas allés suffisamment bas, Ouais. alors le plus bas, ça s'appelle la mort. Après, tu as des niveaux supérieurs qui sont peut-être mieux de prendre conscience un petit peu avant. Mais il y a des fois, tu ne peux rien faire. Voilà. Tu ne peux rien faire. Les gens, ils considèrent que non, c'est pas possible de manger des protéines animales. C'est comme ça. Parlons-en justement des gens qui se laissent embobiner. Hein. Tu me disais que toi, ta théorie, c'est que au plus c'est extrême, au plus ça n'a aucun sens, au plus ça marche sur les gens. Ah ouais, Mais mais c'est clair. mais il y a autre chose aussi, un sujet sur lequel je voudrais ton avis, c'est, tu sais, il y a pas mal d'influenceurs ou de sportifs qui se présentent comme frugivores, véganes et qui font beaucoup de vues sur Internet. Et eux, ils disent, bah, regardez, moi, je vis super bien, je fais du sport, etc. Et du coup, il y a plein de gens qui les suivent. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces sportifs? Alors, premièrement, si tu n'es pas sportif comme eux, tu n'as aucune raison de te comparer à eux. Si tu passes tes journées le cul dans le canapé devant ta télé, tu ne vas pas prendre exemple sur un sportif qui va faire je ne sais pas combien d'heures de sport par jour. Donc, premièrement, il y a ça.
soit tu es comme eux, un grand sportif, éventuellement, tu peux te comparer à eux, sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, tu oublies et tu cherches quelqu'un qui a un mode de vie qui correspond au tien. Deuxièmement, il y a beaucoup de ces personnes, parce que moi, on m'a donné des noms, je suis allé voir un petit peu, qui vivent dans les pays tropicaux. Ouais. Donc déjà, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas le même climat, il n'y a pas les mêmes fruits. Donc déjà, il y a ça. Et puis deuxièmement, on suppose, mais on ne sait pas si c'est vrai, que ces gens disent la vérité. Moi, j'ai eu le cas de personnes qui pipotaient. Et après, il y a eu un truc qui a été médiatisé. Là, une fille qui était végane, qui avait une chaîne YouTube, elle était végane. Elle a été prise en flag parce qu'une amie a fait un post ou une vidéo sur Facebook, Instagram ou je ne sais pas quoi. Au restaurant, elle avait une assiette de poisson devant elle. Lleva aquí más de un mes, pues no aquí, pero sí en Asia. Fue a Japón, fue a yo no sé dónde, mejor dicho, qué bien de plan. Y pues buen provechito. Donc évidemment, cette personne, elle a dû dire devant sa communauté qu'elle n'était pas végane, elle a dû expliquer pourquoi, pour des raisons de santé, mais c'est toujours ça, c'est toujours pour des raisons de santé, parce que ce n'est pas un régime équilibré, c'est un régime qui rend les gens malades. C'est complètement aberrant. Et donc, elle a expliqué tous les problèmes de santé qu'elle avait, qu'elle voulait avoir des enfants, et qu'évidemment, quand tu es végétalien, tu ne peux plus avoir d'enfants. Hein. Le corps, il est tellement dénutri, il est tellement carencé que c'est impossible. Il ne pourrait pas survivre, en fait. La grossesse ne pourrait pas se faire. Donc, voilà. Donc, ce troisième point où on suppose que la personne ne pipote pas, je pense que c'est un point important parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, YouTube et compagnie, c'est devenu un vrai business. Et il y en a qui vivent de ça, en fait. Hein. Ils vendent du rêve et ils gagnent leur vie avec ce rêve qu'ils nous donnent qu'on peut être frugivore et faire 5 heures de sport par jour et pas de problème. Dans un fruit, il y a en moyenne entre 0,5 et 0,9% de protéines. Bon, eux, je ne sais pas, moi, ils doivent manger 200 kg de fruits par jour pour avoir leur quota, je ne sais pas, mais après, c'est physiologiquement parlant, voilà, on est un peu devant, on va appeler Tom Cruise, Mission Impossible. Tom Cruise, tu peux être frugivore pendant 10 ans pour voir ce que ça donne. Après, il y a des trucs, c'est pas censé être possible en fait. Alors, peut-être qu'il y a quelques exceptions, mais je ne pense pas qu'il y en ait autant que ce qu'on peut voir sur YouTube. Je me souviens, il y a Robert Masson hein, dans la plus longue interview, enfin celle qui est le plus vue hein, sur Internet. Où ouais, je vois. Il dit qu'il avait mangé à la table des plus célèbres naturopathes, chefs d'école végétariens et qu'il se tape des steaks, au restaurant. Donc, ouais, mais ça ne m'étonne pas. Mais tu sais, après, il faut avoir conscience qu'il y a plein de gens, moi j'en parle de temps en temps, mais je donne l'exemple du Dalai Lama qui a eu une hépatite, ouais. Je ne sais plus quand, enfin bon, je ne sais plus quand, avant les années 2000, il a eu une hépatite. Et ses médecins lui ont conseillé de manger des protéines animales. Il y a des gens qui disent « Ah, problème de foie, manger des protéines animales ». Bah oui. Il faut avoir conscience que notre ADN, c'est le plan de fabrication des protéines. Que si tu n'apportes pas suffisamment de protéines ou pas les bonnes protéines, pas avec tous les acides aminés comme il faut, tu vas faire comment? Tu as besoin de protéines pour tout. Les enzymes qui nous servent à digérer nos aliments, ce sont des protéines. Les neuromédiateurs, les hormones, évidemment les muscles, on a besoin de protéines pour tout. Pourquoi notre ADN, c'est le plan de fabrication des protéines? Ça montre quand même que c'est un petit peu important. Ouais, mais bon, ça fait du bien de le rappeler des fois, de temps en temps. Okay. Ouais, je pense. Ouais. Moi, j'ai une dernière question hein, sur l'alimentation. Pareil, il y a une phrase comme ça qu'on entend beaucoup et qui est « le lait, c'est pour les veaux ». Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est pas pour les hommes, quoi. Alors, à la base, oui, c'est clair. Hein, le lait de vache, c'est pour les veaux. Le lait de chèvre, c'est pour les chevreaux, etc. On est d'accord. Alors, le cerveau humain, il peut faire des choses extraordinaires. Il peut imaginer des choses extraordinaires. Et en l'occurrence, dans le domaine de la cuisine, on est capable de faire des plats toujours plus savoureux, même si c'est indigeste.
parce que moi, j'essaie de faire des recettes justement qui soient digestes, mais la cuisine, elle s'en fout. Elle va mélanger un petit peu tout et n'importe quoi, un peu d'acidité, un peu de machin. Et c'est vrai que quand tu manges, c'est agréable. Après, quand tu digères, c'est moins sympa. Et quand tu vas aux toilettes, c'est encore moins sympa. Mais bon, il n'empêche qu'on peut faire ça. Alors, les produits laitiers, eh ben, à l'origine, on n'avait pas à notre disposition la variété des aliments qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Donc, à l'origine, on avait quelques animaux. Par exemple, des vaches, elles faisaient du lait. Le lait, on pouvait le boire parce que c'était une source de protéines et parce que de toute façon, c'est soit on crevait la dalle, soit on buvait du lait. Donc, la question ne se posait pas trop. Et puis ensuite, pour conserver ce lait, on s'est rendu compte que le fromage, c'était quand même sympa parce que quand on faisait du fromage, on pouvait conserver cette source de protéines quasiment éternellement, enfin, en tout cas pendant des années, des années, des années. Ça, c'était à l'origine. Bon, aujourd'hui, quand on voit les rayons des grandes surfaces, ça n'a plus rien à voir. On a des vaches croisées génétiquement pour faire 10 000, 12 000 litres de lait par an. Des vaches qui… Alors, en plus, il y a des différentes qualités de protéines de lait suivant les races des vaches. Donc, il y a la race la plus connue, là, la race les blanches et noires, la Holstein. Donc, ils font une protéine de lait qui aura une tendance à être plus allergisante. Et puis, il y a les races anciennes qui font un autre type de protéines qui sont moins allergisantes ou pas allergisantes pour beaucoup de gens. Donc déjà, il y a une grande différence. C'est qu'aujourd'hui, il y a une omniprésence d'un mauvais lait. Alors, on a la même chose avec le blé qui a été croisé pour avoir des meilleurs rendements, des blés plus courts, etc. On produit des aliments pour que ce soit plus pratique, plus rentable et tout, mais au détriment de la santé des gens. Donc, le lait, moi, je considère que les produits laitiers, c'est un aliment plaisir. Et je dis aux gens, gravez-vous ça dans votre crâne, une fois pour toutes. On n'a pas besoin de manger des produits laitiers pour être bien. Heureusement, parce que je ne sais pas comment on aurait fait, ne serait-ce qu'il y a 1000 ans. Et puis, il y a des peuples à travers le monde qui n'en ont jamais mangé, sauf depuis qu'on leur exporte notre lait, ça fait quelques dizaines d'années. Mais la Chine ne mangeait pas de lait. Le Japon, les pays d'Asie n'en mangeaient pas. En Afrique, il y avait des endroits où ils n'en mangeaient pas du tout, des endroits où ils en mangeaient, oui. Donc voilà, en gros, le lait, c'est un aliment plaisir. Si vous voulez vous faire plaisir de temps en temps, un bon fromage, ok. Mais de temps en temps, ça veut dire une fois par semaine, pas plus, quoi. Donc vous faites plaisir de temps en temps, mais ne croyez pas que vous avez besoin de ça pour vos besoins en calcium. Ça, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on dit en France et dans certains pays occidentaux, qui n'est basé sur aucune étude. Il n'y a aucune étude qui aujourd'hui est capable de dire déjà quels sont nos besoins en calcium. Et puis, parce que suivant les pays, on se rend compte que les besoins, ce n'est pas les mêmes. Et puis surtout pas, on n'a pas besoin des produits laitiers pour avoir notre apport de calcium. Le calcium, il y en a dans tout. Il y en a dans les produits animaux, il y en a dans les végétaux. Il y en a dans tout. Le calcium, il est omniprésent. Voilà. Ok, d'accord. Très bien. Bon, comme on approche tout doucement de l'heure, j'ai une question sur les compléments alimentaires, vu que tu as une expertise dans ce domaine-là. Bon, je te pose la question un peu, voilà, un peu provoque, mais si on prend le point de vue hygiéniste, les hygiénistes, ils vont nous dire que les vitamines et les minéraux qui sont extraits de leur matrice d'un aliment, ils vont moins avoir d'effet que si on consomme l'aliment en tant que tel. Et il y en a même qui disent que ça n'a aucun effet. Toi, quelle est ta position par rapport à ça? Alors, en théorie, ils ont raison. Alors, tu vois, il faut encore une fois faire la part des choses entre la théorie et l'expérimentation. Bon, moi, j'ai une expérience dans la consommation et la vente des compléments alimentaires, parce que du coup, moi, j'ai un retour de nos clients. Ouais. Ça fait quand même une vingtaine d'années d'expérience. Donc, j'ai cette expérience-là que je pense beaucoup d'hygiénistes n'ont pas. Donc, ils ont une théorie qui est très jolie. Et moi, je suis d'accord avec cette théorie et j'ai envie d'y croire. Alors, ils ont raison dans le sens où plus tu t'éloignes du naturel, moins ce sera reconnu par le corps. Ça, je suis tout à fait d'accord.
Euh, et donc, on va dans les compléments alimentaires. Tu peux avoir des choses les plus naturelles possibles, les moins transformées, c'est-à-dire juste une plante séchée réduite en poudre. Le seul problème, c'est qu'on se rend compte que quand tu mets ça dans des gélules, vu que la gélule, elle a un volume limité, tu ne peux pas en mettre autant que ce dont on aurait besoin. Ouais. Idéalement, pour pouvoir consommer les plantes en poudre, nous, on a essayé, il y a pas mal d'années, il y a plus de 15 ans, on a essayé des pots avec de la poudre de plantes qu'on prenait comme ça dans de l'eau, mais ça n'a pas marché parce que les gens, évidemment, ça avait un sale goût et les gens, ça ne leur plaisait pas. Mais ce serait l'idéal. Le problème, c'est que la gélule, elle a un volume limité. Je ne me vois pas dire aux gens, prenez 30 gélules de tel produit par jour. Ouais. Donc, on est obligé, pour que ce soit vraiment efficace, de passer à ce qu'on appelle des extraits secs. Donc, un extrait sec, c'est quoi? Tu prends une plante entière, tu la fais macérer dans un mélange d'eau ou d'eau et d'alcool. Tu as les principes actifs qui vont se dissoudre dans ce mélange, dans ce solvant. Tu retires la plante. Ce liquide dans lequel il y a eu la dissolution des principes actifs, tu fais évaporer, il te reste une poudre. Voilà. C'est ça qu'on appelle l'extrait sec. Et c'est ça qu'on va utiliser parce que du coup, on va concentrer les principes actifs, tous les principes actifs qui se sont dissous dans l'eau et l'alcool, et ben on va pouvoir mettre ça dans une petite gélule. Voilà. Et aujourd'hui, on a cette problématique-là, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut si on veut que ce soit vraiment efficace. Ou alors les gens, ils prennent des plantes en poudre, mais ils en prennent une quantité suffisante. Okay. Et puis après, on avance et on va vers des produits chimiques. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont soit incontournables, soit, bon alors, des fois, ce n'est pas nécessaire, mais dans les produits chimiques, on va avoir des produits qui sont fabriqués par l'homme. Par exemple, tous les acides aminés, dès qu'on voit un acide aminé, ce n'est pas un truc naturel. Hein. Quand tu vois de la glycine, de la taurine ou tout ce que tu veux, ce n'est pas naturel. C'est fabriqué par l'homme. Les vitamines, quand il y a marqué dans les ingrédients vitamine B, vitamine, ce n'est pas naturel non plus. Ou quand il y a marqué vitamine C, ce n'est pas naturel dans la liste des ingrédients. Quand tu vas sur notre site, que tu cherches de la vitamine C, tu vas trouver que de l'acérola, c'est-à-dire une cerise qui vient d'Amérique du Sud. On a extrait le jus, on a fait évaporer l'eau et on va concentrer là-dedans la vitamine C à hauteur de maximum 17%. Si tu trouves de l'acérola avec plus de 17%, c'est qu'il y a eu un ajout de vitamine C de synthèse parce que c'est impossible d'aller au-delà des 17%. On ne peut pas faire en naturel, on ne peut pas aller au-delà. Okay. Voilà, et après, tu as tous les trucs chimiques. Aux États-Unis, c'est très à la mode. Au Canada, on copie, on prend dans un végétal ce qui nous semble être la molécule la plus active, on la copie de façon synthétique et on ne met que ça dans les compléments alimentaires. En France, il n'y en a encore pas trop, ce n'est pas comme aux États-Unis. Bon, mais aujourd'hui, la vision des hygiénistes, c'est une vision théorique, idéale. Aujourd'hui, dans la pratique, premièrement, il y a tellement de gens qui ont une digestion qui est catastrophique qu'il y a une bonne partie des nutriments qui ne vont pas assimiler. Donc, ils peuvent avoir toute l'alimentation idéale qu'ils veulent, ils ne vont pas assimiler une partie des nutriments, donc ils vont se retrouver carencés. Ensuite, notre alimentation, elle est carencée naturellement en certains nutriments. Elle est carencée en oméga 3, elle est carencée en zinc, pour certains en magnésium. La vitamine D, normalement, on devrait se balader à poil dehors. Ce n'est pas le cas, on ne se balade pas à poil. Tu vois. Là, à l'automne, il n'y a pas de problème à être tout nu dehors. Enfin, pas de problème par rapport au soleil, je veux dire, parce que le soleil, il n'est pas fort. Le problème, c'est que ce soleil qui pourrait alimenter notre corps en vitamine D si on s'exposait avec un soleil qui est assez bas, et ben, comme on est habillé, il n'y a plus que le visage et les mains, autant dire que la vitamine D, tu ne vas rien fabriquer, quasiment rien. Notre corps, il est fait pour être exposé au soleil. Alors en été, on ne va pas cramer parce que, bon, ça en été, un humain normal ne va pas se prendre pour une merguez sur les plages de France, tu vois. C'est pas normal. Un humain normal, quand il fait très chaud, quand le soleil il est très fort, il se met à l'ombre. Mais printemps, automne, du coup, on est carencé en vitamine D. Donc voilà. Donc ça, c'est la théorie. Enfin, ça, c'est la réalité. La réalité, c'est ça. C'est qu'on a un mode de vie aujourd'hui qui est complètement dénaturé et on n'a pas le choix. Quand tu prends des oméga 3, nous, les oméga 3, c'est le produit qu'on vend le plus. Okay. Mais ce n'est pas pour rien qu'on le vend le plus. Premièrement, les gens ils sont carencés en oméga 3 parce qu'aujourd'hui,
on donne aux animaux d'élevage des céréales qui sont riches en oméga 6, aux poules des céréales qui sont riches en oméga 6, donc les œufs ils sont riches en oméga 6. Les huiles, les produits industriels, tout ça, c'est que fait avec des huiles de tournesol, des huiles qui sont riches en oméga 6. Donc, c'est normal en fait. Et donc, quand tu prends des oméga 3, rapidement, tu ressens une différence. Ta peau, elle devient plus douce. Les gens qui ont des crevasses au niveau des talons, ici, les coudes, c'est tout. Je ne vais pas montrer parce que, moi, je ne l'ai pas, hein, le coude sec, mais il y a des gens, ils ont les coudes hyper secs. Les cheveux, comme de la paille, quand tu prends des oméga 3, au bout de quelques semaines, tu vois la différence. Ouais. Et si tu vois cette différence-là, ça montre que tu étais carencé en oméga 3. Si tu vois une différence entre avant et après, là, tu peux dire, ouais, là, j'étais carencé. Parce que les oméga 3, tout ton corps en a besoin. Système hormonal, système immunitaire, système nerveux et la peau. Et la peau, sauf que la peau, ce n'est pas un organe vital comme le système hormonal ou le système nerveux. Donc, la peau, elle est servie en dernier. On imagine que quand on mange des oméga 3, allez hop, tiens, toi, tu prends le système nerveux, tu as ton truc, toi, le système hormonal, puis la peau, j'en ai plus, tu te démerdes. Et puis, tu te démerdes comment? Tu es toute fripée, tu es tout sec, tu vois. Voilà, donc c'était un exemple les oméga 3 pour montrer qu'on se rend compte vraiment rapidement de la différence entre avant sa cure et puis après. Okay. Donc, voilà. en pratique, tu vois que ça va à l'encontre de cette théorie. Il y a vraiment une certaine partie qui est assimilée, oui. etc. Quoi. Oui, évidemment. Mais après, tu sais, tu as plein de compléments alimentaires. Nous, on a pas mal de personnes d'un certain âge. Ouais. Et à partir d'un certain âge, un des trucs les plus fréquents, c'est les douleurs articulaires. Ouais. Bon, tu fais comment? Tu fais comment quand tu as des douleurs articulaires que tu ne peux pas ou que tu n'as pas envie de jeûner? Pour moi, ce serait l'idéal de jeûner. De toute façon, moi, ce que je vais dire aux gens, mais prenez pas des oméga 3. Mangez des sardines fraîches, des maquereaux frais, des harengs frais. Moi, je dis ça dans mes vidéos. Sauf que les gens, soit ils n'aiment pas, soit ils ne peuvent pas, soit ils n'ont pas envie. Du coup, je leur dis, prenez mes oméga 3. Ouais. Mais moi, en tout cas, je conseille de prendre idéalement tout ce que vous pouvez dans votre alimentation. Mais tu vois, par exemple, quand tu as des douleurs articulaires, tu n'arrives pas à dormir, tu as mal, quoi. Tu prends Arpagophytum ou Boswellia, tu es soulagé, c'est quand même top. Hein. Donc, il faut quand même se mettre à la portée des gens. Tout le monde ne va pas être capable de faire 1 ou 2 semaines de jeûne pour se libérer de ces douleurs articulaires, même si ça fonctionne super bien. Mais moi, je ne sais pas, mais j'imagine, on n'a qu'à regarder dans notre entourage. Si tu as une grand-mère de 60, je ne vais pas dire 70 ans, parce que c'est ma mère, elle a cet âge-là. Pardon, maman. Une grand-mère de 80 ans ou 90 ans, je ne vais pas lui dire de jeûner quand même, tu vois? Ouais, bien sûr. Je ne sais pas, après, c'est du bon sens. Voilà, donc c'est pour ça les compléments alimentaires, pour moi, c'est incontournable dans certains cas. Alors, les oméga 3, ça me paraît incontournable aujourd'hui parce qu'on est carencé, mais peut-être que demain, si l'alimentation a changé, on n'en aurait plus besoin et ce serait l'idéal. Le zinc, c'est pareil. Le zinc, on est carencé, mais c'est la folie. Et le zinc, on en a besoin pour notre système immunitaire, pour notre système hormonal, pour notre peau. Mais le zinc, en fait, il entre dans tellement de réactions métaboliques dans le corps que dresser la liste des besoins des différents organes, ce serait trop long. Mais le zinc, c'est vital. Puis après, on a la vitamine D parce que voilà, quoi, on vit dans un climat où on a été, automne, hiver, avec des vraies saisons. Et puis, on a ces trucs-là qui nous empêchent de capter les rayons du soleil. On nous fait croire que juste le visage et les mains, non, c'est pas suffisant. L'humain, il n'est pas fait pour ça. Hein. L'humain, on n'a pas de poils. Enfin, en tout cas, il y en a qui en ont... Enfin, pas beaucoup. Mais on n'a pas autant de poils que les animaux. Et du coup, on capte bien les rayons du soleil. Et puis, petite parenthèse, les peaux noires, les blacks, il faut vous supplémenter en vitamine D. C'est quasiment tout le temps. Si vous vivez en France ou dans des pays avec ce type de climat, il faut vous supplémenter tout le temps parce que plus la peau est foncée, plus on fait barrière aux rayons UV et donc moins on va produire de vitamine D. Donc, les blacks, il faut impérativement que vous supplémentiez en vitamine D. Alors, normalement, les médecins, aujourd'hui, c'est ce qu'ils conseillent. Okay.
mais il faut que vous en ayez conscience. Hein. Si vous ne vivez pas dans un pays tropical, un pays où vous vous baladez en petit short et vous pouvez bénéficier du soleil pour fabriquer de la vitamine D, si vous vivez en France, vous êtes tout le temps habillé, vous ne voyez jamais le soleil, pour vous, c'est impératif, parce que là, c'est une déminéralisation osseuse assurée. Voilà. Ok, très bien. Bah, écoute, David, on a un petit peu dépassé, on est à la fin de l'heure qu'on s'était fixée. Est-ce que pour la fin, bon, on a beaucoup parlé hein, des extrémismes alimentaires et un petit peu des compléments. Est-ce que tu aurais un message général à faire passer pour les gens qui vont voir la vidéo? Un message général. Bah, écoute, moi j'essaie quand je parle d'envoyer toute mon émotion. Alors, je pense que ça se ressent quand même, parce que je ne peux pas faire autrement. Et donc, j'essaie de motiver les gens et je pourrais les motiver à aller dans des extrêmes, mais j'essaie de les motiver à aller dans la voie du milieu, dans la voie de l'équilibre. Alors, ce n'est pas très sexy, hein, ça ne fait pas rêver. Quand je dis aux gens, mangez quand vous avez faim, mastiquez suffisamment, les gens ils me disent, mais qu'est-ce que c'est chiant tes conseils? Mais ouais, mais en même temps, c'est ça en fait. Hein, la vie, ce n'est pas forcément des choses très compliquées. Donc, mon message, c'est rester dans la voie du milieu. Alors, on peut faire des petits écarts comme ça, parce que c'est important de faire des expériences. Moi, j'ai fait des expériences. Bon, tout le monde n'est pas obligé voilà, de faire ce que j'ai fait. Faites vos petites expériences pour voir. Et puis surtout, quand vous voyez que ça commence à dégénérer, informez-vous, lisez. Alors moi, un truc qui est important pour moi, hein, tu vois, là derrière, il y a plein de livres. Ouais. Hein, lisez, informez-vous. Il n'y a pas que YouTube, hein, il n'y a pas que la connaissance pré-mâchée, mais informez-vous par vous-même. Lisez des choses qui vont ou vous apprendre des choses, ou vous inspirer, ou vous faire rêver, mais il faut, on est fait pour ça. Notre cerveau, il a quand même besoin d'être alimenté en plein de choses différentes. Et la lecture, ça permet de s'enrichir de choses qui vont nous éviter de faire des conneries. Parce que le problème, c'est que je pense que si les gens étaient plus informés sur comment fonctionne le corps humain, sur tout ce que je dis sur ma chaîne, en fait, hein, et ben peut-être qu'ils feraient moins d'erreurs. Voilà. Mais moi, de toute façon, mon leitmotiv, c'est l'équilibre. Voilà. On fait ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, comme certains font. On essaie de rester, c'est un équilibre instable, hein, parce que c'est jamais tout droit, c'est un équilibre instable, mais on reste, on vise un point qui est l'équilibre, et puis on essaie de se diriger vers ça, au lieu de viser le point de l'alimentation vivante, le point de la macrobiotique, du carnivorisme, ou de je ne sais pas quoi, essayer d'être dans l'équilibre, et vous verrez que c'est quand même ce qui marche le mieux. Hein. Moi, je pense que je suis un exemple parce que j'ai fait quand même pas mal d'erreurs dans ma vie, mais j'ai toujours eu ce truc en moi de rester sur une certaine voie d'équilibre. Voilà. Ok, super. Bah, écoute, il ne me reste plus qu'à te remercier chaleureusement d'avoir partagé ton temps et ta grosse expérience avec nous. Donc voilà, je te dis merci beaucoup parce que je pense que tu dois avoir un agenda très chargé. Donc voilà, merci d'avoir partagé avec nous ton temps. Et puis, je mettrai tous les liens vers ta chaîne, ton Facebook et ton site web en dessous. Donc, je vous invite tous à aller voir le blog de David sur les recettes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de recettes. Donc là, vous aurez l'occasion d'aller les voir. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens. Et puis, je vous remercie à tous. Je te remercie, David. Merci à toi, Jérémy. Merci à tous. Je n'ai pas regardé le chat ni quoi que ce soit, mais en tout cas, merci. Moi, c'est ce type d'expérience que j'aime bien parce que je trouve ça sympa. Ça me change un petit peu de ma petite routine sur ma chaîne. Donc, merci à toi de m'avoir contacté. Je t'en prie. Je souhaite à tous une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir. Ciao.